Bienvenue à tous du coup dans ce webinar dédié du coup à l'intégration de Dust au sein de la société Spendesk. Je serai accompagné du coup de Grégoire Chamorel de l'équipe WeSipe et Cécile Hervouette de l'équipe de Spendesk aujourd'hui pour du coup vous montrer cet exemple d'intégration de Dust au sein de Spendesk. Bienvenue du coup Grégoire et Cécile. Merci, Merci bonjour. beaucoup, Bonjour Paul. à tous. Bonjour à tous. Alors, on attend une soixantaine du coup de participants pour ce webinaire. On va attendre un peu 5 minutes, le temps que tout le monde se connecte. On est à 12 participants. Bonjour Paola, bonjour François. Si vous avez des questions post-webinar, je préfère poser le lien maintenant de prise de rendez-vous si vous souhaitez aller plus loin sur ce qu'on aura vu pendant ces 30 à 45 minutes de webinar. Euh, le lien est du coup dans le chat, donc n'hésitez pas à prendre un point pour qu'on puisse discuter de votre maturité IA et éventuellement des prochaines actions à mettre en place pour passer à l'échelle suivante. Très bien, je vois que le nombre d'inscrits progresse. On va attendre jusqu'à midi 2 et puis après on lancera le webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant ce webinaire, justement, de les poser dans le chat. Je reviendrai du coup pendant les interventions, notamment de Grégoire et Cécile, pour vous les poser et on y répondra évidemment peut-être plus en fin de présentation pour que ça soit assez fluide. Hop. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur le webinar, du coup dédié aujourd'hui du coup à l'intégration de Dust au sein de l'entreprise Spendesk. Du coup, Cécile va témoigner du coup de cette intégration. Grégoire aussi qui a participé à cette intégration de chez WeSipe. Donc bienvenue Abdoulaye, Asma, Axel, François, Christine, Claire. On est une vingtaine. On va bientôt commencer d'ici une minute. Et pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou également à prendre rendez-vous pour pouvoir en discuter suite à ce webinaire. Bon, le nombre de participants semble s'être stabilisé. On va pouvoir débuter. Déjà, merci en premier temps du coup, à nos partenaires Grégoire et Cécile de venir témoigner. L'idée du coup de ce webinaire, c'est vraiment montrer aux entreprises qui ont une certaine maturité IA, de leur montrer en fait quelles sont leurs prochaines étapes pour intégrer de plus en plus, que ce soit l'IA générative, l'IA agentique au sein du coup de leur processus, via du coup l'intégration de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Euh, et l'idée, c'est vraiment de montrer que c'est pas sorcier, ça passe par un processus quand même très bien cadré. Ça passe aussi par des erreurs, parce que bien sûr, c'est toujours plus compliqué de réussir la première fois. Mais globalement, l'idée, c'est vraiment voilà, de vous partager un peu toutes les best practices qu'on a pu avoir euh, de par notre expérience du coup personnelle et professionnelle, et du coup derrière que ça puisse vous donner des billes pour intégrer les différentes IA génératives et agentiques dans vos quotidiens professionnels. Au programme, du coup, on va avoir dans un premier temps une petite présentation rapide de qu'est-ce que Spendesk, qu'est-ce que WeSipe et DataBird, la vision également du coup intégrateur portée par Grégoire ici et l'entreprise WeSipe, justement sur tous les patterns d'adoption sont observés chez leurs clients qui intègrent du coup de l'IA générative et agentique dans leur processus. Une petite intervention également sur les erreurs à éviter, même si pour le coup elles sont toujours importantes, ces erreurs, donc pleines d'apprentissage, mais avec un petit retour d'expérience, celles qui sont à éviter. Et enfin, on ira plus sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire comment Spendesk, eux, ont déployé Dust, qui est un outil du coup d'IA générative et de création d'agents IA assez puissant. Donc Cécile et Grégoire pourront nous en dire un petit peu plus. L'idée, c'est voilà aussi de voir quel a été le contexte
d'intégration de cet outil au sein de Spendesk, quels ont été bah, du coup le, pourquoi ce choix-là plutôt qu'un autre. Et l'idée, c'est de voir assez rapidement bah, voilà, ce qui a pu être mis en place en termes d'IA générative et agent IA, les résultats qui ont pu être obtenus et quelques conseils également à vous prodiguer, entreprises qui souhaitent se lancer justement. Vous allez également avoir, notamment dans la vision intégrateur et entreprise, les différents niveaux de maturité IA, en tout cas qu'on a pu observer, et les actions à mettre en place pour justement passer à l'étape suivante. Ben, sans plus attendre, on peut commencer par se présenter si ça vous va. Je peux commencer, Grégoire et Cécile, et puis après, je vous laisse la main. Globalement, DataBird, nous sommes un organisme de formation qui a été créé en 2020 autour, d'abord, dans un premier temps, autour des métiers de la data et de la data analyse. Donc, on formait des entreprises en 2020, donc notamment Accor, Leroy Merlin, TF1, pour faire monter en compétence les populations métiers sur la data analyse. Et peu à peu, on a été amené du coup à travailler aussi sur des formations à l'IA agentique et à l'IA générative, destinées encore une fois aux entreprises pour l'intégrer pleinement et qui est bah, vraiment une grosse adoption de toutes les populations métiers et techniques des outils d'IA mis en place au sein des entreprises. Aujourd'hui, DataBird, c'est plus de 4000 étudiants du coup formés, apprenant entreprises, particuliers, sur plus d'une vingtaine de formations. Donc voilà pour DataBird, globalement. Hop, Hop. et voir, Et je donc, te laisse la je peux main. prendre le relais. Bah, merci Paul déjà hein, pour l'invitation et pour l'organisation de ce webinaire. Concernant WeSape, qui nous sommes, donc, on est le premier partenaire de Dust qui avons donc intervenu sur ce, enfin, avec qui en tout cas ils ont commencé à collaborer, pardon. Et on est également revendeur et intégrateur du coup de cette solution. L'entreprise elle a été fondée donc par Guillaume Luscan et Guillaume Linet en 2024. Elle compte maintenant 25 collaborateurs dans l'entreprise et on se répartit. Donc, on a déjà eu environ 200 clients avec qui on a eu l'occasion de travailler. Et donc, nous, on a comme système de fonctionnement de marché par vertical métier. Donc, on va avoir en fait des équipes de consultants qui vont venir travailler justement sur plus une verticale qu'une autre. Aujourd'hui, on va en avoir six principales qui sont les boîtes tech, les cabinets de conseil, les fonds de VCP, les entreprises immobilières, les services juridiques et les ESN, enfin, bref, les intégrateurs IT. Et donc, on a voilà, vraiment un ICP sur les PME et les ETI de 200 à 1000 personnes. Et peut-être pour recentrer plus sur ce que fait WeSight, on est vraiment là pour accompagner justement les entreprises dans leur transition IA de bout en bout. Et donc, ça va aller de pouvoir les aider à diagnostiquer des cas d'usage métiers les plus pertinents possibles sur, on va dire, des outils IA et nous principalement sur l'outil Dust. Et après, les accompagner sur la création de ces cas d'usage, la mise en place de ces cas d'usage métiers au sein des équipes, la formation des équipes, l'accompagnement justement de bout en bout des équipes sur l'outil. Et justement, on va avoir l'occasion de vous montrer un peu plus ça dans la suite de cette présentation. Et Grégoire, Ouais. excuse-moi, peut-être que juste pour ramener un peu de contexte, vous aviez du coup déjà travaillé ensemble, WeSipe et Spendesk, notamment pour justement l'intégration de Dust sur les processus. Donc ça sera, enfin voilà, le lien est fait et du coup peut-être que Cécile, en effet, tu peux nous en dire aussi un petit peu plus sur bah, plus la côté du coup entreprise Spendesk, ce que vous faites. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, Spendesk, c'est une solution de gestion des dépenses des entreprises. Et donc, nous, notre mission, c'est de libérer les équipes finances du temps passé sur les processus fastidieux, manuels, chronophages liés en fait aux dépenses des entreprises avec une solution tout en un et où beaucoup de choses sont automatisées. Donc, Spendesk, c'est une entreprise qui existe depuis 2016. Donc, on fête nos 10 ans cette année. On a plus de 300 employés aujourd'hui qui sont répartis entre, enfin, partout en Europe, mais nos bureaux, c'est Paris, Londres et Barcelone surtout. On a plus de 200 000 utilisateurs du produit, enfin de la plateforme. Et une stat importante pour nous aujourd'hui, c'est le taux d'utilisation de Dust en interne qui oscille entre 85 et 90%, je dirais, depuis la fin du Q4 2025.
Ok, c'est impressionnant. L'adoption est totale. Et ça, Ouais. vous le mesurez comment à date? C'est 85%. C'est une utilisation quotidienne de Dust, c'est ça? Alors là, on est sur du monthly active user, donc en fait, on D'accord. est sur les personnes qui ont à minima échangé une fois avec un agent ou un LLM sur Dust dans le mois. D'accord. Après, si on regarde en weekly active user, on est plutôt autour de 80%. Ok. Pareil, depuis la fin de l'année 2025. Et c'est vrai que si on compte, enfin, on peut jamais atteindre un 100% parce qu'il y a toujours des gens enfin, pardon, pas en déplacement, mais en vacances ou qui sont, enfin, voilà, qui sont pas sur leur poste de travail ou voilà, qui sont en arrêt. Donc en tout, enfin, on se dit que 80% c'est déjà Bien un bon sûr. plafond. Ouais, en effet. Bah, bravo pour, pour ça. C'est des chiffres qu'on a envie de voir dans toutes les entreprises. Si ça vous va, Grégoire, on peut continuer sur la vision intégrateur, notamment bah, toi, les patterns d'adoption que tu as pu voir au sein des différentes entreprises dans lesquelles vous êtes intervenu avec WeSipe et bah, peut-être aussi des conseils aux entreprises qui souhaiteraient se lancer en fonction de leur niveau de maturité IA. Je te laisse la main. Oui, bien sûr. Bah, donc, on peut passer tout de suite à la slide juste après, parce qu'on va rentrer vite dans le vif du sujet. Ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, en fonction du type d'entreprise, toutes les entreprises n'ont pas le même niveau de maturité sur les sujets d'IA. Et donc, cette adoption, elle va commencer plus ou moins, on va dire, bas en fonction de cette maturité-là. Et donc, nous, ce qu'on a observé, c'est que, bah, justement, hop, j'ai un truc qui s'affichait. C'est qu'elle va, on va dire que le niveau le plus basique, c'est quand dans vos équipes, vous n'avez pas encore justement utilisé de logiciels d'IA. Et donc là, pour le coup, forcément, les personnes vont soit avoir uniquement une utilisation plus personnelle de l'IA, voire même aucune utilisation. Donc là, on va être même sur le niveau zéro, qui n'est même pas sur cette présentation. Euh, et ensuite, c'est là où nous, justement, on va rentrer avec un produit comme Dust. C'est que dès le niveau 1, déjà, on va pouvoir apporter de la valeur justement aux équipes. C'est qu'on va déjà pouvoir enlever tout ce qui est Shadow IT, Shadow IA dans les entreprises. Et déjà, rien qu'avec ça, entre guillemets, bon, bah, forcément, ça apporte déjà de la valeur à l'entreprise parce que bah, on n'a pas besoin de prendre une autre solution IA. On va dire qu'on a toutes les solutions packagées en une seule avec Dust. Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément très bien Dust, à savoir qu'on peut avoir accès à tous les modèles avec cette solution-là. Et donc voilà, ça c'est un peu le premier palier de l'adoption, c'est à onboarder en fait, toute l'entreprise, tous les utilisateurs, à au moins utiliser Dust au travers des différents LLM qui sont proposés sur la plateforme. Une fois qu'on a justement les personnes qui vont l'utiliser au jour le jour pour leurs questions plus donc, sur le moment ad hoc pour des questions individuelles, on va les emmener pour créer des premiers agents IA qui vont être connectés aux données internes en fait de leur entreprise. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que bah, maintenant avec Dust, on va pouvoir encore une fois se connecter avec tous les outils internes, comme vos outils de GED, comme SharePoint, Google Drive, Notion, etc. Et l'agent va pouvoir venir piocher les informations les plus pertinentes aux questions. Euh, et donc ça, c'est encore une fois, ça commence à être assez classique sur le marché de l'IA, mais c'est vraiment très performant. Et Dust, en plus de ça, a un moteur de recherche qui marche vraiment très très bien pour ce genre de cas d'usage. Mais on reste sur d'ailleurs, on parle plutôt d'assistants IA plutôt que d'agents IA parce que ça va plus être pour de la recherche plus que pour de la prise d'action. Et ensuite, on va voir du coup le troisième niveau qui, là, pour le coup, ça va être vraiment le fait de créer des agents qui vont avoir des prises d'action dans vos outils et ils vont pouvoir concrètement en fait venir euh, automatiquement euh, remplir votre CRM de manière automatique, écrire des emails à votre place, même les envoyer. Bref, on va vraiment pouvoir prendre de la prise d'action dans tous vos différents outils. Euh, Là, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir automatiser des tâches maintenant de bout en bout avec ce genre d'agent. Et enfin, le quatrième niveau d'adoption, ça va vraiment être le fait de pouvoir avoir des agents orchestrés et donc faire du multi-agent. Bref, c'est vraiment pousser la plateforme de Dust à son maximum. Voilà. Et donc ça, c'est un peu justement les différents paliers qu'on va avoir lors de cette adoption, à savoir que pour justement passer d'un palier à un autre, qu'est-ce qui va driver ça? Ça va justement être plus la partie formation. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Ça passe vraiment par une formation continue des équipes. Et à savoir que quand il y en a qui vont arriver au niveau 4, on va aussi en avoir qui vont arriver qui vont commencer au niveau 1, avec justement des nouveaux arrivants dans l'entreprise. Et donc, il y a un peu aussi cette notion de formation continue à bien prendre en compte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait commencé à mettre en place avec Cécile à la fin, à la fin
de notre temps ensemble. Euh, et donc voilà, en tout cas, pour ce qui est de cette slide-là. Ok, On peut et passer. très intéressant. Et en effet, je pense que c'est intéressant que tout le monde puisse identifier quel est votre niveau de maturité, notamment via le sondage que je viens de vous partager, pour savoir bah, en final où vous en êtes, plutôt au niveau 1, 2, 3 ou 4, et en fonction bah, de voir les actions à mener pour passer à l'étape suivante. Mais typiquement, Cécile, vous de votre côté, chez Spendes, vous étiez plutôt à l'étape, enfin en tout cas au début de votre collaboration avec Grégoire et WeSipe, vous étiez plutôt à quel niveau? Je dirais à l'étape 2, À l'étape. usage d'assistants connectés à vos données. On avait déjà pas mal intégré Dust avec nos outils. Mais on était en pleine phase de identification de cas d'usage d'agents et c'est très juste ce que disait Grégoire, c'est que les agents, c'est pas juste un LLM qu'on ping quand on a une question, un peu comme quand on faisait avec une recherche Google. C'est vraiment une IA qui va performer une suite de tâches de bout en bout à la place d'un humain. Donc c'est quand même un peu plus complexe à mettre en place et puis il faut penser à pas mal de choses. Donc l'accompagnement de WizApp sur ça était vraiment essentiel. Et là, je dirais que en fonction des équipes chez Spendesk, on oscille entre le 3 et le 4. D'accord, ok. Ouais, donc là, Et ça en combien de temps? Je dirais entre septembre et aujourd'hui, donc ça fait quoi, 9 mois? D'accord, ok. Septembre 2025. Ok, ok, très intéressant. Et c'est vrai que, enfin, en tout cas, nous, en tant qu'organisme de formation, on rencontre, et c'est ce que je vois aussi dans enfin, dans le sondage, hein, on a énormément, du coup, d'usages 1 et 2, et du coup, qui se questionnent et on entend vachement parler d'agents IA. Qu'est-ce que c'est déjà un agent IA par rapport à des cas d'usage d'IA générative qui sont un petit peu les points 1 et 2? Mm. Et en fait, un agent IA, c'est assez simple, hein, c'est des cas d'usage d'IA générative automatisés de bout en bout avec aux différents outils connectés. Euh, C'est ça, ouais, c'est ça. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est justement sur la partie, la différence entre utiliser justement le niveau 1 et utiliser les agents plus, enfin les niveaux plus 2, 3, 4. C'est vraiment le côté, on a une question en one shot, on va utiliser plus en fait des usages de niveau 1. Donc voilà, on se trouve face à une situation où on a besoin d'une réponse tout de suite pour un cas unique. On va juste appeler un modèle, lui poser une question, il va nous répondre. Si par contre on va avoir une tâche qui va être qui va être répétitive, qu'on va avoir tous les jours, toutes les semaines, et ben là, on va vouloir justement créer un agent qui, lui, va avoir en mémoire tout le processus de cette tâche-là et qui va pouvoir la faire de bout en bout, ou même hmm, parfois à seulement 80%, mais 80% sur une tâche qui de base prend 2 heures par semaine, bah, ça fait déjà une bonne heure et demie. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir jouer, c'est sur le côté tâche répétitive et tâche qui a un impact dans vos équipes, d'un point de vue donc impact métier, mais aussi d'un point de vue qui est répétée souvent et qui prend du temps à être faite. Voilà. hmm. Donc, c'est vraiment une tâche importante dans l'entreprise. C'est là où on va créer du coup des agents IA. Voilà. Très clair, très clair. Euh, Ouais. Du coup, là, c'est vraiment aussi un peu les différents aspects sur lesquels il faut se concentrer quand on va commencer cette adoption-là. Je pense que le plus important, c'est vraiment moi, pour moi, c'est ce que je trouve le plus important, c'est la formation. Parce que très souvent, en fait, on va tout de suite vouloir passer on va dire, à la création d'agents, à essayer de tout de suite rentrer dans le vif du sujet, à demander à tout le monde de faire des agents très complexes. Mais en fait, souvent, on se rend compte qu'il y a soit des disparités énormes dans le niveau de chacun, soit juste en fait les personnes ne savent pas, ne savent pas utiliser ni de l'IA ni Dust. Donc voilà, c'est ce côté formation, il est primordial. Et donc nous, comment on fonctionne côté Dust, c'est vraiment avec plusieurs niveaux de formation. Comme ça, on va pouvoir accompagner des personnes et sur plus de l'onboarding sur des outils IA, ou alors plus sur, on va dire, un niveau advanced, avec des cas d'usage plus compliqués et les accompagner là-dessus. Une fois qu'on va justement avoir ces personnes qui sont voilà, qui connaissent la plateforme à minima, on va pouvoir commencer à voir avec eux les différents cas d'usage métier qui sont les plus pertinents pour leur métier. Et donc là, ça va passer par, nous, souvent ce qu'on va faire, c'est une journée ou des journées de diagnostic. On va venir rencontrer les équipes, prioriser justement ces cas d'usage, comme je vous l'ai dit juste avant, par impact et par faisabilité. Donc l'impact, c'est impact métier, et la faisabilité, c'est à quel point il va être rapide à mettre en place. C'est pour en fait pouvoir trouver le ou les fameux quick wins. Donc, c'est les cas d'usage qui vont être mis en place rapidement et qui vont tout de suite apporter de la valeur. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir concentrer le plus d'énergie parce que parfois on a des super cas d'usage très complexes qui pourraient résoudre un emploi entier.
Mais en fait, on se rend compte que pour le mettre en place, il faut le connecter à 45 outils qui ne sont pas interfacés pour le moment sur Dust ou avec de l'IA. Et donc, en fait, la charge de travail et d'investissement qu'on aurait à mettre pour faire ce genre de cas d'usage, elle serait beaucoup trop grosse. Donc, autant se focus sur des quick wins qui peuvent tout de suite apporter du retour sur investissement. Voilà. Ensuite, on va avoir du coup la partie vraiment itération, où là, on va accompagner, donc c'est aussi ça va avec la partie accompagnée qui est juste après, mais c'est, on va créer des agents, on va aider les équipes à créer des agents, on va organiser des événements pour pouvoir justement amener une dynamique au sein des équipes. C'est pour moi aussi une des choses qui marche le mieux, c'est vraiment d'organiser des événements en fait avec les équipes. Ça passe par donc des hackathons, qui pour moi est un peu le meilleur événement parce que toute l'équipe est réunie, ça apporte une super dynamique. Et après aussi organiser des événements plus par équipe. Donc ça peut être justement des sessions de bi-weekly avec par équipe où on va pouvoir discuter sur OK, c'est quoi vos cas d'usage actuels, sur quoi vous avez avancé, est-ce que vous avez des questions, des points de blocage, etc. Et pourquoi je dis que ça va avec la suite sur la partie accompagnée, c'est justement être disponible pour les équipes pour qu'il y ait le moins de friction possible dans leur adoption de l'outil. Et donc là, c'est justement dès qu'ils ont une question, pour qu'ils puissent avoir la réponse très rapidement, ou si justement ils ont des cas un peu poussés, qu'on puisse les aider ou les accompagner sur comment mettre en place le cas d'usage, alors qu'eux n'auraient pas forcément les outils nécessaires pour le faire. Voilà, c'est beaucoup d'infos, mais Non, mais en je pense que effet, moi, nous, c'est des patterns qu'on observe aussi sur le côté formation. Il y a souvent cet effet waouh de l'IA, en fait, qui est ben, moi aussi, je veux savoir faire ça, mais sauf qu'avant de savoir faire ça, ben, oui, en effet, il faut déjà informer, bien identifier les cas d'usage, les définir, les prioriser, pratiquer sans relâche. Les différentes IA génératives bah, évoluent vachement. Un outil comme Dust permet justement, et ça fait le lien avec votre question, Frédéric, permet d'avoir une solution un peu all-in-one, c'est-à-dire de pas avoir fait le choix d'un outil plutôt qu'un autre, puisque Dust permet du coup l'utilisation des différents LLM sur sa plateforme, c'est-à-dire utiliser un outil comme Mistral, un outil comme ChatGPT, un outil comme Gemini, Claude, sans pour autant bah, voilà, s'abonner à toutes les différents LLM. Donc voilà le gros avantage de Dust. Et derrière, c'est un outil qui peut être très utile pour le cas d'usage d'IA générative. Donc un petit peu ce qu'on a vu sur les points différents, points 1 et 2. Et après, plus sur la création d'agents IA en interconnectant vos différents outils bureautiques à votre Dust. et à savoir aussi qu'on a toujours on parle beaucoup d'IA un peu partout et tout le temps, mais on se rend compte que quand on fait des diagnostics, il y a encore en fait beaucoup de cas d'usage qui peuvent être faits soit sans IA et qui marcheront mieux sans IA et avec justement plus de l'automatisation pure et simple qu'en passant par de l'IA qui du coup va avoir une marge d'erreur parce que c'est entre guillemets, c'est pas déterministe, donc il va pouvoir faire des erreurs. Là où parfois, c'est juste, on va dire, un cas d'usage assez binaire ou aller chercher quelque chose quelque part. Et là, en fait, voilà, autant faire un workflow déterministe qui sait ce qu'il doit faire systématiquement et ça marchera beaucoup mieux, voire même, on va dire, allier les deux et avoir à la fois quelque chose qui utilise de l'IA dans une structure plus déterministe, par exemple. Voilà. Oui, en effet, ouais, ça c'est tout à fait vrai. On a tendance parfois aussi à mélanger un peu les deux sur des workflows, par exemple type Make, N8N, Zapier, qui sont des outils no-code d'automatisation inter-outils très connus, qui nécessitent pas effectivement une brique IA générative pour très bien fonctionner sur des cas d'usage, notamment relativement simples. Peut-être Et oui, ton conseil en ouais, effet, Grégoire, pour la partie, enfin ton conseil là aux entreprises qui nous écoutent pour cette partie-là, pour ouais, vraiment bien structurer sûr. son approche. Ouais, et justement, je pense que c'est aussi extrêmement important, et Cécile pourra le confirmer, c'est de bien structurer cette gouvernance en fait IA dès le départ pour que derrière ce soit bien structuré, encore une fois. Et donc ça va passer premièrement par une bonne gouvernance de projet. Donc nous, ce qu'on incite à mettre en place, ça va justement être de mettre de créer en fait une base de champions dans l'entreprise par département et que justement ces champions-là puissent venir très régulièrement pas rendre des comptes, mais en tout cas discuter avec le chef de projet pour pouvoir avancer sur les différents cas d'usage IA sur lesquels ils vont être et trouver des nouveaux cas d'usage et bref, en tout cas pouvoir maintenir cette dynamique avec chaque département de l'entreprise. Et ensuite, donc, ça va être par organiser
des réunions assez régulièrement, justement, d'un point de vue gestion de projet. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est vraiment la brique numéro 2, c'est les rôles qu'on va devoir, qui devront être mis en place dans l'entreprise pour que ça fonctionne. Et vraiment, les trois rôles principaux, c'est le sponsor, donc c'est vraiment que, on va dire que voilà, qu'on ait une personne en tout cas parmi les équipes dirigeantes qui soit vraiment impliquée dans le projet et qui puisse être le sponsor de ce projet et porter le projet d'un point de vue stratégique dans l'entreprise. C'est vraiment primordial parce que si on n'a pas ça, derrière, ce ne sera pas priorisé pour le reste de l'entreprise et en fait, le projet, l'adoption ne suivra pas derrière. Ensuite, on va avoir le chef de projet. Bah, donc, lui, c'est forcément, c'était le rôle de Cécile avec Spendesk. Il est primordial parce qu'il permet bah, de venir centraliser les efforts de chaque département et derrière de pouvoir en fait suivre cette adoption, suivre ce déploiement dans l'entreprise. Et ensuite, il y a les champions. Et les champions, les mêmes, ils sont découpés en deux. On va avoir les champions et les builders. Parfois, ça peut être les mêmes. Mais les champions, ça va être justement les équipes métiers qui, eux, ont la connaissance métier de leur process. Et donc, on va avoir besoin d'eux pour pouvoir créer les cas d'usage les plus pertinents. Et après, on va dire les builders, qui peuvent être aussi donc, les équipes métiers, mais c'est ceux qui vont venir créer des agents IA. Et donc, bah, soit ça va être la même personne, et dans ces cas-là, c'est parfait, il a à la fois la double casquette, soit ces deux personnes-là vont marcher ensemble pour pouvoir créer des agents IA sur les cas d'usage métier que les champions ont précisés. Et comme ça, bah, derrière, on va pouvoir continuer à avoir de nombreux cas d'usage. Et la dernière brique, c'est sur les objectifs. Bah là, du coup, c'est vraiment voilà, avoir des objectifs bien précis sur où est-ce qu'on veut aller, avec même des KPIs prédéfinis. Donc ça, pareil, ça peut être assez compliqué, comme on a pu aussi le vivre avec Cécile, de pouvoir toujours trouver, on va dire, des KPIs précis, ou en tout cas pouvoir les définir précisément à l'avance. Donc moi, maintenant, ce que j'aime faire, c'est dès le début, donc dès la partie diagnostic, c'est tout de suite essayer de fixer, on va dire, OK, combien nous coûte en fait ce process-là, cette tâche-là. Et comme ça, au moins, on sait qu'en partant, voilà, si demain on a un agent qui nous résout cette tâche, on va gagner tant sur telle tâche, tant sur telle tâche. Et ça permet d'avoir, voilà, on va dire, voilà, c'est pour l'aspect un peu plus financier, on peut avoir un retour sur investissement assez concret dès le diagnostic, en fait. Euh, et donc ça, c'est souvent aussi ce qui est un peu délaissé et on n'a pas forcément tout de suite un visuel sur, OK, mais qu'est-ce qu'on y gagne à la fin? Même si, encore une fois, les approches peuvent se débattre parce qu'il y a soit l'approche plus financière comme ça, soit l'approche où d'abord, on va venir, entre guillemets, créer de nombreux cas d'usage et ensuite, on va venir bah, justement évaluer l'impact financier de ces cas d'usage, mais plus dans un second temps. On va d'abord favoriser l'adoption et le déploiement et ensuite, on regardera ce qu'on va gagner. D'ailleurs, je ne sais pas si Cécile, t'as des choses à ajouter là-dessus, mais J'ai quelques éléments sur la partie mesure après dans les slides, ouais, donc on aura le temps d'y revenir. Bah, parfait, bah, très clair. Bah, je vous conseille, enfin, du coup, ça fait une très bonne liaison pour partir sur la vision plutôt entreprise, du coup, côté Spendesk. Du coup, Cécile, je te laisse la main justement pour nous expliquer du coup, comment Spendesk a déployé Dust via WeSipe et aussi via bah, du coup, toute une structure interne, j'imagine, dédiée Oui. du coup, à ce déploiement. Ok. Est-ce que du coup, voilà, on peut. Donc, les réponses du sondage, c'est quoi alors? Alors, les réponses du sondage, du coup, en effet, c'était, vous avez été nombreux à participer. On a eu, donc, sans grande surprise, hein, beaucoup de participants qui ont encore très peu d'initiatives dans leur entreprise qui est centralisée, donc avec typiquement un outil IA commun à tous, beaucoup du coup, d'utilisation personnelle de ces outils IA. Donc, qui fait grandir la partie Shadow IT, notamment dont tu parlais, Grégoire. Il y a un petit peu enfin, un petit peu, enfin, 37% des participants qui ont un outil commun déployé, mais qui n'ont pas encore d'agent industrialisé ou de stack IA mature. Donc la majorité encore, en tout cas des participants à ce webinaire, sont vraiment dans cette phase 1 et 2, où il y Ok. a soit pas d'initiative centralisée, ou alors un outil commun déployé, mais pas encore d'agent IA. Donc on est encore sur la partie IA générative. Ok, très clair. Bah, merci pour les informations. Ça me permet de savoir un peu
où en est l'audience. Si tu vas sur la prochaine slide, ouais. Donc pour vous partager un petit peu le contexte de Spendesk, la décision a été prise de déployer donc un outil qui permettrait en fait à tous les salariés de Spendesk d'avoir accès aux meilleurs modèles disponibles sur le marché en mars 2025. À l'époque, on n'était pas du tout dans l'IA agentique comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était encore un peu le début. C'était surtout l'IA générative qui prenait beaucoup de place avec, en fait, en gros, on pingait des LLM en posant des questions et on était hyper impressionné par le niveau de détail et de sophistication de la réponse. Donc en fait, c'était pas encore un moment où on se disait on va créer des agents à grande échelle, on va les orchestrer. Enfin, c'était pas l'idée en mars 2025. En revanche, voilà, on voulait donner accès à des LLM à tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en été 2025, on a organisé deux hackathons successifs en juin et en juillet. Et là, ça a vraiment fait décoller l'usage de Dust en interne. Donc, on est vite arrivé à des taux d'utilisation mensuels 60-70% pendant l'été, malgré les congés d'été. Et ensuite, ça a vite, enfin, ça a continué à augmenter jusqu'à la fin de l'année 2025 via d'autres initiatives. Mais les hackathons, Grégoire en a parlé, mais c'est quand même assez essentiel pour que chaque salarié puisse toucher l'outil de près et se rendre compte par lui-même, par elle-même, de la puissance en fait de l'IA à quel point ça peut vraiment être pertinent pour leur métier. Donc, pourquoi on est parti sur Dust, nous? Déjà parce que on est donc un établissement, on n'est pas une banque, mais on fonctionne tout comme. Donc, on est un établissement régulé. C'est vraiment important pour nous de fonctionner dans un environnement très sécurisé. On doit répondre à des règles assez strictes sur le sujet. Donc, on est parti voilà, sur cet outil parce qu'il nous proposait aussi d'avoir nos données hébergées en Europe. Il y avait des normes très strictes qui étaient respectées. On voulait un outil qui s'intègre facilement avec notre écosystème existant. Donc, quand je dis écosystème existant, c'est vraiment les outils qu'on a chez Spendesk. On en a énormément. Par exemple, un outil de CRM comme Salesforce ou comme HubSpot. Voilà, en fait, Dust permet une intégration assez facile avec ça. Et il y a aussi l'enjeu d'intégrer toute la documentation interne dans Dust. Ça, on va en reparler, mais la documentation interne, c'est hyper important pour que les agents qui vont être créés par les collaborateurs, en fait, soient basés sur des faits qui soient justes, enfin, enfin, l'information est valide, quoi. Donc ça, c'est vraiment important aussi, et Dust permettait ça. Les agents personnalisés accessibles à tous. Au début, on n'avait pas trop fait ça pour ça, mais après, on s'est rendu compte que ça commençait à être vraiment puissant. Donc Dust le permettait, c'était très bien. Et chez Spendesk, il y a vraiment un sujet. Enfin, l'IA, ça fait partie de notre produit, on va dire, depuis 2017. On avait déjà mis de l'IA dans la façon dont on scanne les reçus, par exemple, depuis très longtemps. Donc, c'était évident qu'on prenait ce virage enfin, le plus tôt possible, quoi. Et du coup, c'est assez intéressant. Dust, si je comprends bien, au début, c'était juste un outil d'IA générative pour vous et qui vous permettait finalement de ne pas choisir sur une IA plutôt qu'une autre parce que ça centralisait les différentes IA qui se tiraient la bourre sur les dernières fonctionnalités Ouais, qu'elles pouvaient lancer. ouais. Et vous vous êtes rendu compte aussi que c'était un outil qui était plutôt bien intégré à du coup vos outils bureautiques, donc CRM, ERP et autres. Et j'ai l'impression aussi que c'est un outil qui a vachement bien évolué, donc notamment sur cette brique IA agentique qui est arrivée dans un second temps. Mm. Donc après création de slides, création de fichiers, d'images, enfin, et j'en Tout à passe. fait. Bah, ça, je pense que Grégoire pourra en reparler, mais le tournant, enfin en tout cas là, l'orientation produit que prend DOS, c'est vraiment d'être un outil d'IA collaboratif. Là où, par exemple, des clouds comme Claude Cowork, c'est plus aujourd'hui des usages individuels pour augmenter les individus. Donc, enfin, c'est très bien aussi, mais c'est deux choses différentes. Ok, très clair. Ouais, exactement. Et même, ils vont se diversifier là de plus en plus sur des features que n'ont pas forcément les autres grands concurrents. Donc, par exemple, là, pour favoriser l'adoption, là, récemment, ils ont sorti un agent qui va être en fait un agent pour vous aider à créer des agents IA. Et donc, ça peut paraître bête, mais en fait, aujourd'hui, tout le monde ne sait pas créer, on va dire, les instructions pour faire un agent IA, et c'est normal. Maintenant, vous n'avez plus besoin de le savoir. Vous avez on va dire, un agent qui est déjà construit pour vous accompagner dans le processus de création d'un agent. Donc voilà, c'est toujours, toujours plus d'agents.
mais à savoir que c'est des choses que n'ont pas forcément les concurrents à côté et qui marchent vraiment très bien. Donc peut-être qu'ils l'auront demain, mais comme nous, sûrement on aura aussi d'autres features que eux ont. Donc voilà, c'est pas, je pense que c'est pas tant enfin, qu'est-ce que permet de faire quel outil, c'est plus de quoi vous avez besoin dans votre entreprise. Et après, l'outil en question, je pense qu'il y en a plusieurs qui pourront y répondre. Et en effet, DOS va avoir des arguments comme vont en avoir d'autres concurrents. Alors, des exemples d'agents IA qui ont été créés qu'on s'est penché sur la question. J'ai essayé de prendre des agents dans des métiers variés, mais si jamais il y a des questions sur d'autres métiers, n'hésitez pas. Donc, sur la partie vente, on a un agent qui est très utilisé qui s'appelle Business Case Builder, qui en fait génère des présentations. Voilà, très bien faite, très bien construite pour nos prospects. Donc en fait, comment ça fonctionne? C'est nos sales vont sur Dust, ils envoient un message à cet agent qui s'appelle Business Case Builder. Ils disent voilà, j'ai une réunion avec tel client aujourd'hui enfin voilà, pour parler comment dire d'un potentiel closing. Cet agent est connecté à notre CRM Salesforce et peut du coup prendre toutes les discussions passées aussi pour ajouter du contexte pertinent. Et ça, c'est un agent qui fonctionne très bien et qui fait gagner énormément de temps parce que à la base préparer un business case, donc vraiment une grosse présentation qui explique pourquoi Spendesk versus la compétition, quel est le ROI associé à l'achat de Spendesk, etc. C'était des présentations qui pouvaient prendre facilement 1h30 à nos équipes sales. Et aujourd'hui, ben, ils rentrent le nom du prospect et en 3 minutes, ils ont quelque chose de vraiment très chouette. Et sur cet agent notamment, parce que c'est vrai, ce qui revient souvent sur la génération de présentations en ce moment, c'est Mm, la possibilité d'avoir une charte graphique ouais, qui soit la bonne finalement. Est-ce que vous, ça a été tout à un fait. cas où enfin, vous avez pas mal travaillé là-dessus pour que justement ça reflète bien l'identité notamment Spendesk? Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est très pratique avec Dust, c'est qu'on peut avoir des templates et demander à l'agent de réutiliser le template à chaque fois qu'il est sollicité. Donc, en fait, il suffit de mettre en place un template une fois avec un business case qui nous convenait. On le met dans le prompt de l'agent. On lui dit, voilà, maintenant, tu vas toujours faire appel à ce template-là, dans ce dossier. Et voilà. Et du coup, si je comprends bien, votre agent Dust, enfin, va permettre de créer des slides à partir de ce template-là. Et vous prenez un template issu enfin, voilà, d'un outil tierce de présentation. Ou vous allez utiliser vraiment l'outil de présentation de Dust? On a utilisé ouais, l'outil de présentation Dust qui s'appelle Frame, qui a eu beaucoup de succès et qui continue à avoir beaucoup de succès. On a toujours des prospects qui nous demandent qu'est-ce que c'est que cet outil. Donc, c'est pas tout à fait comme des slides Google Slides ou PowerPoint, Ouais. mais ça fonctionne très bien parce que c'est interactif, enfin, c'est dynamique, donc on peut cliquer, changer enfin voilà, faire évoluer, on va dire, au fil de la présentation le, le rendu. Donc, c'est assez chouette. Ouais, en effet. Le deuxième agent dont je voulais parler, c'est un agent qui sert beaucoup aux équipes RH. C'est Talent Seeker. Donc, en fait, lui, son objectif, c'est d'aller crawler LinkedIn. Concrètement, aller regarder plein de profils LinkedIn versus en comparant avec une fiche de poste ouverte et d'aller aider nos équipes ressources humaines qui cherchent des nouveaux talents à engager chez Spendesk à trouver des bons profils. Et là, par exemple, la mesure du gain, c'est pas tant une mesure de gain de temps, c'est plus combien d'embauches ça a généré. Donc aujourd'hui, on en a eu 3 via cet agent. Euh, donc voilà, c'est un agent qui fonctionne très bien aussi. Ok. Ok. Donc, et justement, j'ai une question dans le chat. Ça, c'est des agents plutôt standards proposés via des templates Dust ou non? Par contre, c'est quand même quelque chose que vous avez un cas d'usage et vous êtes arrivé avec votre cas d'usage et vous n'êtes pas reparti d'un template Ouais, d'agent non, IA. non, on n'est pas reparti d'un template, on a fait ça nous-mêmes. Après, je pense que Dust doit enfin, update régulièrement leur bibliothèque d'agents par défaut, on va dire. D'accord. Donc, ça m'étonnerait pas que Il voilà, en ils, est. ils prennent les meilleurs use cases chez leurs clients et qu'ils les templatisent, entre guillemets. D'accord. Ok. Ouais. Et après, je pense aussi que, parce que souvent, c'est ce qu'on nous demande, on nous dit, voilà, mais c'est super, mais est-ce que tous ces agents, on ne pourrait pas les avoir déjà directement dans notre workspace quand on crée Dust? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important dans l'IA, et surtout quand on crée des agents IA, c'est plus, il y a deux éléments qui pour moi sont les plus importants, c'est le cas d'usage et la donnée qui est associée à ce cas d'usage. Et en fait, si le cas d'usage, il est bien précisé, que vous savez qu'il y a un réel besoin dans votre équipe, vous avez 50% de votre agent. Et si vous la donnez à laquelle il doit avoir accès, elle est facilement accessible, vous avez les 50% restants. Ensuite, créer l'agent. Si vous avez ces deux choses-là,
on peut le faire en 30 minutes maintenant avec avec l'agent Sidekick, enfin le fameux agent qui crée des agents. Donc voilà, ayez vraiment en tête que les deux briques, c'est le cas d'usage et la donnée. Si la donnée est voilà, et la donnée, si elle est facilement accessible, on n'aura aucun problème derrière voilà, à Peut-être faire ça. un petit élément de nuance par rapport à ce que tu dis, Grégoire, parce qu'on a quand Ouais. même, enfin, il y a quand même toute une phase de test qu'il faut pas négliger, Oui, qui, je trouve, correspond un peu à des coûts cachés, on va dire, derrière l'IA. Oui, ça prend 2 minutes de créer un agent. Par contre, de le tester, ça prend vraiment du temps. Si on veut, c'est enfin vrai. voilà, si on a des objectifs très précis de rendu, de qualité Oui, de rendu et tout, de niveau de précision, alors ça vaut vraiment le coup de le tester et donc de faire, je sais pas, 20, 30 tests d'affilée. Donc ça prend c'est du temps. sûr. Moi, je parlais vraiment pour la création, parce que Oui, là, dans ces cas-là, si quelqu'un récupère, par exemple, là, ton agent, en fait, il va aussi devoir, derrière, le remettre avec ses données, le retester également. Il va oui, devoir passer par cette phase-là. Donc, ça, c'est sûr que ouais, la phase d'itération, c'est aussi quelque chose qui est primordial. Et tu as raison de le souligner, puisque souvent aussi, je le fais, parce que quand on va venir essayer un agent pour la première fois, on va avoir cet effet un peu waouh avec l'IA, où on se dit, ouais, c'est dingue, il arrive à me générer tout ça, là, en 3 minutes. Mais entre ça, cette première itération, et le mettre en production, voilà, c'est comme tu le dis, c'est là où il y a vraiment le gros du travail. Et c'est là où on va venir itérer sur l'agent, retourner pour modifier les instructions. Et voilà, c'est là où, où c'est un peu plus fastidieux. Mais du coup, c'est pour ça aussi que c'est très personnalisé, Dust. C'est parce que ça permet de faire justement des agents qui vont faire exactement ce que vous voulez. Et donc, c'est pour ça que la notion par défaut, personnellement, je pense pas que ce soit l'idéal, en tout cas dans Dust. Mais oui. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est souhaitable, en fait, dans le cadre d'une organisation qui est en train de monter en compétence sur les sujets IA, d'avoir que des agents par défaut déjà setup dans Dust, parce qu'en fait, ça fait partie du cheminement et ça fait partie de l'apprentissage que de construire les agents, de voir comment ça fonctionne, en fait, derrière. Donc, il faut quand même qu'il y ait une... Ben, alors voilà, ça correspond pas à tous les collaborateurs, bien sûr, mais les collaborateurs qui vont devenir les builders, il faut vraiment qu'ils se fassent la main, en fait, sur leurs premiers agents. Donc, enfin, de toute façon, même s'il y en avait un certain nombre par défaut, il faudrait toujours aller en reconstruire pour monter en compétence. Ouais, globalement, il faut faire face aux limites aussi de l'outil pour vraiment être totalement à la fin, bah, enfin, un product builder AI, comme tu le disais, au sein d'une entreprise, sinon c'est compliqué. Mais en effet, pour un Ouais, effet quick win, il y a des templates qui sont disponibles sur Dust. voilà. ouais, et je pense que souvent aussi, il y a un peu cette double approche qui est mise en place. C'est l'approche un peu top-down, où justement, par exemple, bah, soit des personnes externes, soit des builders, ou soit l'équipe tech ou produit qui sont plus à l'aise sur les outils techniques ou IA, ils vont venir bah, créer des agents pour le reste des équipes, des agents un peu complexes. Et après, il y a plus l'approche bottom-up, où là, justement, on va venir embarquer tous les collaborateurs à créer des agents IA. Et donc là, on va là partir du bas et on va leur apprendre à créer des agents IA. Et forcément, avant qu'ils puissent créer des agents IA à très très forte valeur, un peu complexes, bon bah ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est pour ça qu'un peu la double approche, on leur crée des agents complexes directement et ils peuvent apprendre à en faire des simples. Elle est assez pertinente assez souvent. Voilà. Nous, on est vraiment passé par cette approche bottom-up. Ouais. Ce qu'explique Grégoire, c'est que tout le monde chez Spaness peut créer des agents et ça fait vraiment partie de la stratégie de transformation. Et du coup, le dernier agent dont je voulais parler, c'est un agent pour l'équipe Customer Success. Et donc là, ça, c'est un agent qui s'appelle QBR Generator. Donc QBR, c'est Quarterly Business Review. Donc en fait, c'est la revue trimestrielle que nos Customer Success Managers font avec leurs clients à chaque trimestre, où ils expliquent les usages. Enfin, en fait, ils partagent des données d'usage du produit. Ils voient ensemble des potentiels points sur lesquels il faut travailler, ou alors des idées d'upsell aussi. Et c'est un travail énorme de préparer ces QBR. Enfin, c'était à peu près en moyenne 2 heures par QBR par Customer Success Manager. Et aujourd'hui, avec cet agent, un peu le même fonctionnement que Business Case Builder. Ils renseignent le nom de leur client dans l'agent et l'agent mouline et leur ressort une présentation aussi avec l'outil de présentation de Dust en quelques minutes, enfin 3 minutes en moyenne pour le faire. Ouais, on a fait là, on voit bien la valeur ajoutée avec bah, le avant-après qui se compte plus en heures mais en minutes. Donc, ouais, ça, en tout cas, on dirait que ça change un petit peu votre quotidien chez Oui, Spend. complètement.
Alors, les résultats obtenus depuis le déploiement de Dust, donc en termes de... Donc tout à l'heure, je parlais du monthly active usage, donc le nombre d'utilisateurs qui envoient des messages au moins mensuellement. Là, en weekly, donc en hebdomadaire, on est à 80% des collaborateurs de Spendesk qui utilisent Dust. À peu près un employé sur quatre build des agents, donc construit des agents qui vont être publiés et qui vont servir à d'autres Spendeskers. Et aujourd'hui, donc, ouais, on a un peu plus de 200 agents publics actifs. Euh, Ça, c'est une métrique que je partage, mais pour être honnête, j'ai pas encore trouvé quel est le bon nombre d'agents publics actifs. Je pense qu'il y a un moment où ça sert plus à rien. Enfin, voilà, on va pas en avoir non plus en fonction de la taille de l'entreprise, bien sûr, mais on va pas non plus en faire 1000, quoi. Donc, il y a aussi autre chose, c'est que ça, c'est les agents publics actifs, mais derrière, on a un cimetière d'agents, parce qu'en fait, comme tout le monde a créé beaucoup d'agents, il y a, là, pour le coup, il y en a peut-être des milliers, des agents qui ont servi une fois en one shot ou qui sont des agents personnels aussi, donc qui n'ont pas vocation à être publiés. Donc, important aussi de souligner ce point-là. Sur les gains qualitatifs, donc pour les équipes sales, marketing et customer success, donc vous l'avez vu, hein, c'est la rapidité et la qualité de rédaction des contenus, le fait d'avoir des choses qui sont standardisées à un haut niveau de qualité. Quand on partage nos présentations, on a des réactions hyper positives de nos prospects et aussi des clients d'ailleurs. Et du coup, ça augmente enfin, ça améliore significativement la qualité de nos relations clients-prospects. Pour l'organisation dans son ensemble, ce qui est vraiment intéressant, c'est le croisement des outils et des données. Par exemple, un agent qui peut réconcilier de la donnée Salesforce. Mojo, c'est un outil qu'on utilise pour enregistrer tous les calls qu'on fait avec nos clients et nos prospects. Donc, un Mojo, un Salesforce, un Intercom, là où on récupère tous les tickets de support. Tout ça, on peut les regrouper dans Dust et on peut créer des agents qui vont aller interroger chaque outil et pour avoir en fait une vue d'ensemble, une vue 360 des clients. Et ça, c'est quelque chose que avant on pouvait pas faire en fait. Avant l'IA et avant l'agentique, c'était ou alors il fallait vraiment passer beaucoup de temps à préparer chaque interaction client. Le gain de temps sur des processus répétitifs et manuels, ça c'est indéniable et on l'a vu dans les exemples précédents. Et augmente les individus et la chaîne de production, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment important, c'est qu'il y a une phase en fait de transformation où c'est uniquement les salariés qui sont augmentés individuellement, c'est-à-dire que l'IA les aide à faire leur travail personnellement, on va dire leurs emails. Leurs recherches, voilà. Et donc, en tant qu'individu, ils sont augmentés avec l'IA. Et en fait, l'étape d'après, c'est vraiment d'aller augmenter toute la chaîne de production. Donc, un peu comme quand on imagine les usines dans lesquelles travaillaient nos ancêtres, où d'un coup, il y a eu des machines qui sont arrivées et en fait, c'était pas juste voilà, chaque poste qui était amélioré, mais l'ensemble de la chaîne de production. L'IA, ça fait pareil. Enfin, Ok, ouais, l'IA agentique. ouais, c'est assez intéressant. En effet, enfin, pour le coup un gain de productivité qui devient global à l'entreprise parce que tous vos processus sont boostés à l'IA. Mm. Ok. Et peut-être petite question, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'une personne sur quatre, du coup, est agent builder. Ça veut dire que ces personnes sont formées, par exemple, à la création de protocoles MCP, et du coup, qui peuvent connecter. Est-ce qu'il y a des règles, justement, une forme de gouvernance IA pour éviter Ouais, bah, un peu de dette technique qui s'accumule, ouais, enfin, finalement, les travers qui peuvent être liés à cette utilisation de ouais. Dust? Alors, gouvernance, c'est une très bonne question. Au début, la gouvernance était assez faible parce qu'on savait que le niveau de risque n'était pas élevé, dans le sens où Dust, justement, c'est un environnement, c'est un espace clos. Et on savait que, voilà, au pire, si jamais il y avait des agents qui fonctionnaient pas très bien, les risques étaient assez faibles. Et puis, au tout début, effectivement, Dust n'était pas non plus connecté à des milliards d'outils, il ne pouvait pas envoyer des mails à notre place, etc. Aujourd'hui, il y a plus cette question qui se pose. Je pense que c'est vraiment important d'embarquer très tôt les équipes légales et sécurité, parce qu'il y a D'accord. constamment des questions qui se posent. Tu parlais des protocoles MCP. Non, ça, c'est pas les builders. Les builders chez nous, chez Spendesk, c'est les gens qui font les agents. Ok. Quand il s'agit de connecter avec des outils via un protocole MCP, on passe par mon équipe, donc l'équipe qui gère l'opération, pardon, l'IA dans les opérations. Et c'était justement ce sur quoi m'aidait beaucoup Grégoire avant qu'on internalise sa fonction, tellement c'était précieux. Ouais, mais en effet, et j'ai un point, parce que peut-être protocole MCP aussi, c'est pas clair pour tout le monde. Mm. C'est une dimension un peu technique de la création d'agents IaaS, mais ce qui est abordable, hein, parce que j'ai l'impression que du coup, enfin, c'est une fonction qui a été internalisée au sein de chez Spendesk. Euh,
il y avait une question notamment de Axel dessus, c'était de se dire, bah, Oui. aujourd'hui, notamment les données utilisées pour les QBR, elles sont stockées où? Et en fait, cette intégration, est-ce qu'elle était native à Dust pour cet outil-là, ou est-ce que vous avez dû réaliser du coup ce qu'on appelle un protocole MCP? Alors, sur les QBR en particulier, on n'est pas encore arrivé à bout de l'agentisation complète du process parce qu'il y a une partie manuelle derrière l'agent. En fait, les données d'utilisation produit, nous, pour l'instant, justement pour des raisons de sécurité, elles sont pas entièrement intégrées à Dust. On en a une partie, mais pas tout. Du coup, pour les QBR, en fait, on a un système de dashboard sur Looker, donc il y a un outil de data visualisation où tous nos Customer Success Managers ont accès pour leurs clients. En fait, ils exportent les données donc de un dashboard relatif à leurs clients, ils mettent les données dans Dust et ils font tourner l'agent. Donc c'est pas juste, effectivement, du coup je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est pas juste taper le nom du client, c'est taper le nom du client et ajouter un CSV, un fichier CSV exporté de notre Looker pour qu'ils aient les données QBR. Après, Ouais. il y a pas que ça, il y a quand même les données d'Intercom, les données de Mojo qui analysent le sentiment des clients pendant les calls. Donc ça, c'est vraiment important pour préparer la QBR. Intercom aussi. On a des données de Jira aussi, de ticketing. Donc quand il y a des clients qui ont des tickets ouverts, ça peut être flagué, enfin, ça peut être mis en avant dans la QBR. Mais D'accord. en effet, je pense que la partie, cette partie de data, qui est souvent aussi, qui peut être en tout cas le bottleneck que vous allez avoir avec des outils IA, parce qu'en fait, si derrière, vous ne pouvez pas interfacer vos outils avec Dust, bah, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, comme je dis tout à l'heure, peut-être avoir 80% du cas d'usage avec toujours 20% de manuel, avec un extract ou ce genre de choses. Mais voilà, l'idéal, c'est, si vous voulez, vous pouvez donc aller vous renseigner sur le MCP de votre outil, parce que de plus en plus, ça devient quelque chose de très standard. En fait, les MCP, peut-être pour resituer, c'est vraiment l'outil, on va dire c'est un protocole qui a été créé par Anthropic, donc la société qui a fait le modèle d'IA Claude, et qui consiste à venir interfacer en fait n'importe quel outil avec un logiciel d'IA. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Dust peut interagir avec votre boîte mail, envoyer des emails grâce au protocole MCP de Google, de Gmail. Voilà. Et donc chaque outil va avoir son MCP maintenant, de plus en plus, mais il y a encore quelques outils qui ne l'ont pas. Et donc, bah, c'est intéressant pour vous de vous renseigner si vous avez justement un cas d'usage intéressant, de voir, OK, mon cas d'usage, il doit utiliser de la donnée qui se trouve là ou là. Est-ce que ces outils-là ont un protocole MCP qui est disponible? Si c'est le cas, soit Dust l'a déjà nativement intégré, vous n'avez rien à faire, soit Dust permet aussi, par exemple, de pouvoir ajouter des MCP custom et donc d'ajouter un MCP comme ça. Voilà, mais c'est un petit tips si vous cherchez justement une solution d'IA, voilà comment vous pouvez regarder, parce que cette partie data, je pense, c'est pour moi un des points les plus importants dans la création d'agents IA. Une bonne image peut-être pour comprendre ce que c'est un MCP, c'est un peu comme le port USB-C, si vous voulez, qui permet de se plugger un peu partout, mais pour les agents IA et pour que les agents IA se connectent aux outils. Exactement. C'est vrai que Dust a déjà quand même intégré à pas mal d'outils nativement. Donc, votre suite bureautique, par exemple, enfin, par exemple, pour connecter un Google Mail, enfin, un Gmail, ça va le faire. Toute la suite Microsoft aussi. Pour autant, il y a qu'encore voilà, deux, trois outils qui sont à connecter. Je pense que, par exemple, pour Mojo, donc l'outil d'écoute et d'analyse des appels, je pense que ça, vous avez dû peut-être créer un protocole MCP parce que c'est un outil peut-être qui n'est pas intégré nativement à Dust. Donc, j'imagine que ça va être le cas. Très clair. Et du coup, enfin, voilà, si on doit faire un peu une conclusion ou, sur comment aider les entreprises à se lancer aussi de leur côté. Oui. Alors, Grégoire en a parlé, mais effectivement, le programme de champion, pour moi, c'est un must. Donc, identifier des personnes, a priori volontaires quand même, qui sont déjà eux-mêmes conquis et convaincus de l'impact que l'IA peut avoir sur leur métier et qui peuvent après aller évangéliser auprès des autres collaborateurs et aider à identifier effectivement des cas d'usage terrain proches de leur métier. Ça, c'est vraiment pour moi essentiel. Sur la mesure du gain de temps, ça, c'est un point qu'on a un petit peu touché du doigt, mais avec Grégoire, on s'est un peu pris les pieds dans dans le tapis à un moment parce qu'on avait essayé de mesurer le gain de temps au global de Dust sur tout Spendesk. Et on se faisait des Google Sheets qui faisaient je ne sais pas combien de lignes, qu'on demandait aux collaborateurs de remplir, enfin, un Ouais, cauchemar. là, vous perdiez du temps. Un cauchemar. C'était l'anti-process automatisé IA. On se rajoutait des heures de travail à un truc qu'on faisait pas avant. Enfin bref, ça n'allait pas. Mais on a quand même voulu essayer. En fait, le mieux, c'est encore de prendre un process précis
et se dire, OK, sur ça, combien de temps on passe et d'essayer en fait, de demander aux gens qui utilisent l'IA dans ce process précis combien de temps ça leur fait gagner, mais pas de vouloir le faire à l'échelle d'une entreprise sur l'ensemble des tâches parce que, enfin, en tout cas, pour l'instant, personne n'a craqué ce point-là à ma connaissance. Ouais, sortir une stat un peu globale, Ouais. à limite, plutôt dire en moyenne, on a tendance à gagner X jours voilà, sur nos processus automatisés ou alors X minutes, X heures. Mais c'est vrai que en termes Ouais. de reporting, du moins, ça a l'air d'être Ben, en fait, peu l'idée, en fait, à colossal. la base, pourquoi on avait fait ça, c'est parce qu'il y avait un peu une urgence à trouver combien d'heures de temps humain on remplaçait, en fait. Enfin, combien on gagnait en temps humain. Et en fait, ça marche pas comme ça. Ouais, Enfin, en tout ok. cas, on n'a pas trouvé. Mm. Passer du temps avec chaque employé et surtout les réticents, ça, c'est pour moi, c'est aussi, enfin, c'est vraiment une des clés de la transformation, de toute façon, de toute transformation, qu'on parle d'IA ou d'une autre transformation. Il faut vraiment que chaque employé soit convaincu, enfin, eux-mêmes en ayant leur propre, ce que j'appelle wow moment, donc c'est-à-dire le moment où ils se disent, waouh, en fait, ça peut faire ça pour moi, l'IA. Et pour que chaque employé ait cette conviction-là, quand ils sont pas assez curieux ou motivés pour le faire eux-mêmes, ben, il faut passer du temps avec eux. Donc il faut pas avoir peur voilà, d'aller à la rencontre de chacun et de passer ce temps-là. C'est pas du temps perdu. L'importance de la knowledge base à jour et détaillée, on en a parlé. La knowledge base, c'est la base de la réponse des agents. Donc si elle n'est pas à jour, ben, l'agent il va dire n'importe quoi. Faire de l'équipe sécurité les premiers champions, aussi un gros learning pour nous. C'est une équipe qu'il faut embarquer dès le début et il doit absolument y avoir un champion dans l'équipe sécurité parce qu'il y a des enjeux sécurité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et justement, sur cette, enfin, moi, c'est vrai que pour parler avec pas mal de DSI, c'est souvent un point bloquant au niveau des DSI qui sont assez frileuses des outils IA à intégrer, justement, parce qu'ils sont souvent interconnectés avec les outils Ouais. bureautiques et des outils sensibles. Si demain, enfin, voilà, vous deviez conseiller Dust, notamment parce qu'il y a ce point-là qui rentre en ligne de compte, l'aspect sécuritaire, compliance, Ouais. avec la DSI, ça serait lequel? Ça serait plutôt un bon retour d'expérience avec Dust. Ouais, ouais, plutôt très bon retour d'expérience. On n'a pas eu de problème de sécurité, enfin en tout cas pas de choses significatives. Donc oui, oui, plutôt très bon retour d'expérience. Et c'est vrai que comparé à toutes les autres solutions IA qui sortent tous les jours, par exemple un Claude Cowork ou Claude Code, ben, Dust a des garanties que les autres acteurs, notamment les acteurs américains, n'ont pas. Donc ça passe mieux auprès d'une équipe sécurité, Ouais, c'est peut-être ça vaut sûr. le coup de le rappeler en effet. DOS, c'est un outil français du coup, et qui, voilà, au niveau de ses serveurs, il y en a pas mal du coup en Europe qui sont pas forcément régis en effet, par Patriot Act ou autres côté américain, ou d'autres outils type Claude vont être plus facilement enfin, moins utilisable en tout cas pour des sociétés qui manipulent des données sensibles. Donc vous, en tant que banque, je pense à des sociétés aussi qui manipulent des données de santé, par exemple. Je sais que Doctolib a aussi intégré Dust, Ouais, enfin pas mal de scale-up voilà, qui manipulent des données sensibles aujourd'hui sont partis sur Dust pour ces raisons-là aussi de compliance. tout à fait. Et le dernier conseil, donner accès à toute l'entreprise à Dust. Donc, c'est vraiment l'approche bottom-up qu'on propose, enfin, qu'on recommande même chaudement avec Grégoire parce que les gens qui font les process au quotidien, qui sont sur le terrain, c'est ceux qui sont le plus à même de voir des applications qui vont vraiment faire gagner du temps et qui vont vraiment avoir de l'impact pour l'entreprise. Euh, En tout cas, plus que les leaders qui voilà, ont leur dose de tâches à faire, mais qui sont moins sur le terrain. Voilà, en effet, former les métiers, c'est aussi la clé. Voilà. Mais tout en Euh, respectant un peu un arbre aussi de communication avec ces personnes-là pour pas que tout le monde passe des agents dans son coin et que derrière ils ne soient pas utilisés par le reste des équipes parce que voilà, c'est aussi un autre enjeu, c'est vraiment le côté communication Ouais. sur des agents. Comme disait très bien Cécile tout à l'heure, hein, quand on a, est-ce que c'est bien d'avoir 200 agents IA? En fait, c'est si on a 200 agents IA utilisés, oui. Si on a 200 agents IA mais 50 utilisés et 150 non utilisés, bah moins. Donc du coup, c'est pour ça que ouais, la communication, c'est un peu clé. Et donc, forcément, voilà, si on a tout le monde qui fait des agents, c'est bien d'avoir au moins voilà, le chef de l'équipe métier qui, on va dire, est très impliqué dans le projet et qui va venir centraliser justement les agents de son équipe. Enfin, voilà, qui est un peu une chaîne de commandement, on va dire, sur les agents pour on sache un petit peu où on va, que tout soit un petit peu logué, bref, un peu comme dans tous les process, hein, mais que ce soit un petit peu encadré. Et voilà.
Ça peut aussi être le rôle des champions, hein, par département, justement, de suivre Ouais, les agents de c'est chaque ça. département. Nous, c'est vrai qu'avec le recul, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément bien fait. On a pris le parti de se dire on va avoir une jungle d'agents, ça va faire partie enfin, voilà, du cheminement. Euh, bon, peut-être qu'on aurait pu mieux faire, ouais. Alors, très intéressant. Merci en tout cas, Cécile et Grégoire, pour vos retours. Si vous avez encore 2 minutes chacun, on peut prendre une ou deux questions si vous souhaitez dans le chat. J'ai une question du coup de Manuel pour savoir si, il y avait des agents IA pour le support technique. Donc, j'imagine que la question, c'est notamment pour les services clients. Pour le service client, ou technique, est-ce que des agents peuvent être mis en place? Je vous laisse répondre, Grégoire ou Cécile, si vous avez déjà eu Ouais, des cas je d'usage. sais pas si tu veux commencer, Cécile, ou J'ai quelques éléments de réponse sur la partie support, effectivement. Alors, nous, chez Spendesk, pour la partie support, on a une IA qui est enfin, qui interagit directement avec les clients, qui s'appelle Fin. C'est une solution de intercom. Mais donc ça fait pas partie de Dust. Sur la partie agentique qu'il y a derrière, on a des agents notamment qui nous aident à trier les tickets entrants, donc trier les tickets pardon, intercom, voir si on les fait escalader à Jira, parce que nous on a un fonctionnement où c'est d'abord intercom, ensuite Jira qui va pour aller vers nos développeurs et notre produit. Euh, Écrire les noms sur le chat. Le nom Euh, des outils, c'est ça, Manuel? Ouais, j'imagine. ouais, donc les outils, c'est Intercom, Jira, qui se prêtent très bien. Effectivement, il y a déjà des MCP pour s'intégrer avec Dust, donc on a des agents Dust qui fonctionnent. Voilà, outils ticketing, mais les CRM aussi, HubSpot, ouais. Salesforce sont aussi des outils Ouais, ticketing liés et qui s'intègrent aussi très bien à Dust. ouais, C'est ça, il y a tout ce qui est gestion de flow de tickets, il va y avoir tout ce qui est aide à la résolution de tickets, il va y avoir de pouvoir récupérer des informations sur le client, justement, qui est traité par un ticket en 360, aller chercher des infos sur le CRM, la documentation interne pour répondre, la FAQ, etc. Aussi garder on va dire, des logs de tous ces tickets-là pour derrière pouvoir, enfin des insights de ces tickets pour derrière pouvoir les réutiliser également, pouvoir gérer tout ce qui est l'escalade des tickets aussi en automatique avec des messages automatiques sur votre Slack ou sur votre Teams qui vient prévenir telle et telle personne en cas de ticket qui se complexifie. Bref, il y a beaucoup de cas, on pourrait en reparler si vous voulez, mais il y a beaucoup de cas pour à peu près toutes les équipes. C'est aussi l'avantage d'une solution comme Dust qui est horizontale, donc qui va vraiment trouver des cas d'usage dans chacun de vos départements. mm, Ok, très clair. J'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions. Ah si, il y avait aussi une question d'Axel sur les agents de coaching en interne. ouais, ouais, tout à fait. On a des agents de coaching en interne. Je sais que, alors ça, pour le coup, c'est plus dans le cas de faire passer des entretiens, donc dans le cadre du recrutement. On a des personnes qui se sont fait des agents, mais plutôt, donc c'est des agents qu'ils utilisent pour eux-mêmes personnels, qui prennent le transcript de l'entretien et qui leur disent, voilà, comment on peut améliorer le process, comment ils peuvent améliorer les questions. Donc on a ça. On a aussi un agent de coaching des sales qui, à date, je vais être honnête, n'est pas tout à fait, enfin vraiment utilisé, mais on est en train de le revoir pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les sales l'utilisent plus. Ouais, en effet, c'est vrai que ça pour le coup, nous aussi, enfin, c'est quelque chose qu'on avait mis en place, en tout cas au sein de l'organisme de formation. Il y a toujours ce côté, en effet, humain à garder aussi dans ce genre de relation. Un retour, c'est bien, mais parfois c'est important aussi d'en discuter avec un manager ou autre. Donc, en effet, Ouais, c'est possible, mais après, c'est juste est-ce que ça fonctionne? C'est toujours ça. ouais. Bah, du coup, je pense que ça répond un peu à la question d'Axel sur pourquoi c'est pas utilisé. Je pense effectivement qu'il y a un côté, on fait plus confiance aux humains sur des sujets bah, qui sont fondamentalement humains, puisque le coaching, c'est vraiment des skills, enfin des soft skills d'humains, quoi. Après, je pense aussi que la communication n'a pas été hyper bonne sur cet agent. C'est un agent qui avait été créé dans le cadre d'un hackathon, donc justement, c'est ces journées un peu dédiées à l'innovation en interne et un peu concours, où il y a un effet waouh pendant une journée, mais souvent les choses qui sont créées peuvent rester un peu tomber dans l'oubli après. Donc, je dirais que c'est un mélange entre le sujet de coaching, donc à voir si on peut le craquer avec un agent ou pas, et le manque de communication.
Mais les retours sont souvent pertinents, pour le Oui. coup. Ah oui, oui, pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Enfin, l'agent s'exprime comme un humain, quoi. C'est peut-être pour ça aussi que du coup, ils ont un peu peur de l'utiliser, c'est qu'ils risquent d'avoir des remarques Qui n'aiment pas, un désobligeantes. peu trop réalistes. Ouais. Alors, comment Dust a été installé chez nous côté infrastructure? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a eu par infrastructure, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que en soi, donc Dust, c'est vraiment, ça fonctionne enfin, en gros, il faut donner des accès aux collaborateurs. Enfin, en gros, c'est par siège, quoi. Donc, on donne accès à chaque collaborateur. Après, pour tout ce qui est intégration avec les outils, on passe à chaque fois avec l'administrateur de l'outil en question et l'équipe sécurité et l'équipe légale. Euh, Ouais, je voilà. pense que c'est ça la question, en effet, côté infrastructure, c'est comment ouais, ça doit s'intégrer à vos outils existants et est-ce qu'il y a une chaîne de commandement, mais j'ai l'impression enfin, on avait déjà répondu un peu à cette question pour la présentation avec notamment l'équipe de Cécile qui s'occupe justement de toute cette relation infrastructure existante pour créer notamment de nouveaux protocoles MCP lorsqu'il y a une idée d'agent à créer mais qu'un outil n'est pas interconnecté. Euh, Mm. voilà comment ça s'intègre et j'imagine qu'en amont, bah, il y a eu des sujets aussi avec la DSI avant de lancer cet outil-là pour savoir s'il répondait aux normes sécuritaires, en tout cas, notamment dans votre environnement bancaire assez sécurisé. Tout à fait, c'est passé par un process de procurement assez long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il est 13h05. On va bientôt clôturer ce webinaire. Du coup, merci encore Grégoire et Cécile du coup, d'avoir fait ce témoignage. C'était super intéressant. Ça nous a permis franchement d'y voir un peu plus clair sur comment intégrer à différents niveaux de maturité IA, du coup, des outils d'IA générative, des agents IA, voir les résultats très concrets qu'ils permettent. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus que ce soit sur Dust, que ce soit sur l'intégration du coup, de premier agent IA, comprendre, faire avoir un audit justement de votre maturité IA, n'hésitez pas à revenir vers nous. Globalement, vous avez nos noms, nos prénoms. J'ai laissé également sur le chat mon email si vous souhaitez avoir les slides pour venir replonger la tête enfin, plutôt à froid sur les différentes slides. Je vous mets également un petit lien avec un QR code si vous souhaitez prendre rendez-vous rapidement avec votre portable. Et après, je pourrais redistribuer les questions à Grégoire ou Cécile si jamais elles sont plus ou moins pointues sur ce sujet. Avec plaisir en tout cas de vous avoir accompagné sur ce webinaire. Aussi, n'oubliez pas que, enfin, j'ai vu que du coup dans le sondage, il y avait encore beaucoup d'utilisation personnelle d'un chat GPT, donc beaucoup d'utilisation des IA génératives, mais peu de l'automatisation de l'utilisation de ces IA génératives, donc qui va plus sur de la création d'agents IA, notamment via des outils comme Dust ou alors des outils no-code d'automatisation avec Make, N8N ou Zapier. Si en tout cas ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin sur ces parties-là, Grégoire le disait, hein, se former c'est primordial. Donc n'hésitez pas voilà, à directement aller sur notre site aussi Databird pour voir justement les formations qu'on propose, notamment IA générative et IA agentique sur Dust et ses outils no-code. Et au plaisir d'en discuter avec vous sur un point dédié. Merci beaucoup, passez une bonne journée et merci encore Cécile et Grégoire. Merci, bonne Merci journée. à tous, bonne journée Au revoir. et merci Paul. Hop, hop. Et maintenant.